Mesh cracha une vague de flammes vers Mugen Dina, profitant du support de Zamazenta pour atteindre le visage terrifiant du monstre. Et à défaut de causer de véritables dégâts, cela avait au moins le bénéfice de détourner légèrement l'attention du titan, permettant ainsi d'alléger la pression sur Zacian. Au sol, Sir Knight et Bashamo œuvraient de concert pour offrir leur part dans le combat malgré leur état critique. L'effort était de constater que malgré leurs efforts, Mugen Dina semblait toujours invincible. Sa queue balaya, sans même y penser, tout un pan de la montagne, modifiant même le paysage dans sa toute-puissance. Ce n'était qu'une question de temps avant que même les gardiens de Galar ne succombent face aux assauts incessants du dragon. Ça ne sert à rien, nos attaques lui font moins d'effet que des piqûres de Kemuso. On doit continuer et espérer un miracle. Tandis que la bataille continuait en imposant son tribut continu sur l'endurance de ses adversaires, Mugen Dina poussa un hurlement terrifiant comme un sombre présage. Peut-être fût-ce par hasard, ou peut-être eût-il profité d'un angle mort, mais l'un de ses rayons finit enfin par toucher sa cible. Zacian fut percuté avec force et projeté comme un météore dans les ruines en contrebas. Le fracas qui suivit laissa pantois l'assemblée, et Magenta poussa un cri angoissé à la vue du loup à l'épée gravement blessé et à terre au milieu des gravats et de la poussière. Mugen Dina accumula une nouvelle boule d'énergie dans sa gueule, prêt à achever Zacian, mais le laser colossal fut bloqué au dernier moment par Zamazenta, chevauché par Magenta. Le loup au bouclier flancha alors, tandis qu'à son tour il semblait atteindre les limites de son endurance. Ils furent rejoints par Auréline et Beryl, ainsi que leurs monstres, l'espoir à présent absent de leurs esprits. Alors que tout semblait perdu et que Mugen Dina s'apprêtait à en terminer avec les misérables insectes qui avaient osé le défier, un impact léger l'interrompit sur son flanc. Minime, mais suivi d'un autre et d'encore un. Magenta, jusque-là focalisé sur le monstre, tourna les yeux vers la direction de l'attaque pour voir une foule de soldats et de monstres rassemblés. La masse hétéroclite comprenait aussi bien des militaires de Shyster que de Motorbay, et tous œuvraient de concert pour assaillir Mugen Dina de toutes parts. Chaque assaut, pris indépendamment, semblait insignifiant, mais leur multitude saturait la surface du dragon titanesque, le forçant à se recroqueviller. Mes soldats sont revenus. Pas seulement eux, ceux de Galen aussi. Ils sont tous là pour nous aider. Magenta quitta le dos de Zamazenta avec Mesh, et le petit monstre de feu ajouta ses flammes à la pluie de projectiles en tout genre qui frappaient Mugen Dina. Cependant, malgré le retournement de situation, Beryl ne put s'empêcher d'être pris d'un élan de crainte en constatant que le monstre semblait recouvrer ses moyens suite à la surprise initiale. Ça ne suffit pas, il va riposter. Loin sous la montagne, le laboratoire de Galen tremblait de plus en plus, tandis que des pans entiers de parois s'écroulaient tout autour de Bistre. Certains furent soutenus par Sayorn afin de le protéger alors qu'il pianotait sur la console reliée au météore. Mais alors que le temps passait, ses efforts semblaient de plus en plus futiles. Je vais y arriver, j'y suis presque, Sayorn. Tiens le coup encore un peu, mon ami. Les connaissances parcellaires de Bistre sur ses machineries rendaient sa tâche ardue, et il naviguait à l'aveugle avec les commandes à la limite de l'ésotérisme. Mais il avait fini par percevoir une logique, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne parvienne à son but. Il abaissa une manette dans un soulagement de victoire et posa son regard sur le météore. Il y eut un bourdonnement sourd en réaction, couvert par les éboulis, mais à sa grande surprise, rien de plus ne se produisit. Je ne comprends pas, j'ai dérouté toute l'énergie du laboratoire vers ces machineries, cela devrait fonctionner. Le vieux forgeron scruta les liasses de données imprimées qui l'informèrent de l'état des choses au milieu du chaos ambiant. Je vois, tout ça a été conçu pour capter de l'énergie, pas pour en recevoir. En tout cas, pas dans ces quantités. Il y a la puissance, mais le flux est insuffisant. Un air de défaite assombrit le visage de l'homme qui s'affaissa légèrement sous le poids de la désillusion. Il ne pouvait pas inverser le processus lié au météore sans provoquer des dégâts imprévisibles dans tout le système. Des dégâts qui, vu l'état actuel du laboratoire, provoqueraient très certainement son écroulement complet. Bistre soupira et se tourna vers Sayorn avec tristesse. Je suis désolé de t'avoir impliqué dans cette histoire, mon ami. Il n'y a qu'une seule chose à faire, mais nous n'en verrons pas le résultat. Le monstre ne comprenait évidemment pas les paroles de son maître, mais son instinct lui permit de saisir la gravité de ces dernières. Il flancha sous le poids d'un pan de plafond qu'il supportait sur ses épaules et soutint le regard de Bistre comme pour lui donner son approbation. Le vieil homme lui offrit un sourire amical avant de s'en retourner à la console et de tourner une molette à son maximum. Mugen Dina concentra des faisceaux de puissance au bout de tous les ergots de cristal de son corps difforme, prêt à déverser les feux de l'enfer sur la masse grouillante autour de lui.
Mais alors qu'il allait répandre la mort et la désolation, une puissante vague de lumière filtra à travers les fissures et les failles de Mont Shyster, illuminant même les ténèbres torturées de la nuit noire. Le dragon interrompit ses attaques en préparation, et pour la première fois, un sentiment de panique sembla le parcourir, tandis que son crâne massif balayait l'espace de gauche à droite, comme en quête d'une réponse à sa terreur. Qu'est-ce qui se passe? Cette lumière, elle s'intensifie. Mugendina poussa un hurlement de détresse et sa carcasse titanesque fut happée dans des volutes de lumière qui l'enveloppèrent de toutes parts. Sa masse gargantuesque sembla comme tirée vers le cœur de la montagne, mais dans un sursaut d'adrénaline, la main géante au bout de sa queue agrippa le flanc brisé de Mont Shyster, le maintenant en place malgré la gravité qui semblait l'écraser. C'est Bistre, il est en train de faire quelque chose. Ça n'a pas l'air de fonctionner, ce monstre est en train d'échapper à la lumière. Comme en confirmation des propos de Beryl, Mugendina se tendit, tirant petit à petit son corps hors du cœur de la montagne. Sa lutte débridée provoquait séismes et éboulements aux alentours, s'ajoutant au chaos d'effets stroboscopiques. La représentante de Greenbury ferma les yeux en serrant les poings de désespoir, mais c'est alors qu'elle fut dépassée par Magenta, flanquée par Zacian et Zamazenta. Malgré leur état d'épuisement, les 2 loups gardiens de Galar s'élancèrent alors, et dans une attaque combinée, ils frappèrent la main titanesque de Mugendina, lui faisant lâcher prise. Dans un dernier cri de terreur, le dragon fut happé par la montagne, dont les parois se brisèrent, comme attiré en son cœur par un trou noir. Il en résulta une explosion d'énergie qui acheva de faire s'écrouler le massif sur lui-même et dont l'onde de choc dispersa les nuages de la nuit noire, mettant fin à son paysage de cauchemar. Partout dans Galar et dans le monde, les larges cristaux qui provoquaient folie et mutation parmi les monstres cessèrent de briller, ne devenant que de simples monolithes inertes, souvenirs vivaces de l'apocalypse évitée. Et enfin, ce fut le calme. À Cromlac, l'arme suprême semblait hors de contrôle. L'attaque de Mizugoro avait provoqué une réaction en chaîne, et une bonne part des installations avaient disparu dans les abîmes avec Orvin. Titian parvint à grand effort à se tirer du précipice avec l'aide de ce monstre, mais uniquement pour constater l'étendue des dégâts et ses forces qui continuaient de le quitter petit à petit pour alimenter la machine de mort. Dorian et Azur semblaient eux aussi désemparés, affectés comme tous ceux aux alentours par l'absorption d'énergie vitale de l'arme suprême. L'éclaireur tomba à genoux, rattrapé par Strike, qui subissait lui aussi le contre-coup de tout cela. « On doit faire quelque chose, si elle ne nous pompe pas à mort, ce sera l'explosion qui nous tuera. » « Il faut atteindre la console où la balle origine a été insérée. » Azur tourna son regard vers Titian, comprenant ce qu'il insinuait. Leur seul espoir était de retirer Voltal du système, en espérant que cela stoppe la réaction en chaîne. Elle se redressa et se mit en marche, mais elle sentit alors comme une petite traction sur le bas de son kimono. Ka avait saisi le tissu entre ses mâchoires et tenté faiblement de la tirer en arrière, dans la direction opposée. Elle posa un genou à terre pour se mettre à son niveau et le caresser en tentant d'ignorer la douleur qui traversait tout son corps pour lui afficher un sourire. Je suis désolé, Ka, je sais que tu as peur, moi aussi, mais je dois le faire. La petite créature bleue émit un glapissement de protestation, mais s'avéra trop faible pour stopper la jeune fille. Elle se retourna vers sa cible et se mit en marche en titubant, mais il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre l'inanité de sa manœuvre. Elle tomba à genoux à mi-chemin, à bout de souffle, se rendant compte que sa perte d'énergie vitale s'accentuait au fur et à mesure qu'elle approchait de la console. Azur fronça les sourcils et dans un grognement se redressa, semblant lutter contre un vent contraire tandis qu'elle avançait. Son regard se porta sur sa main et elle constata avec horreur que sa peau semblait se calcifier et se craqueler. Sa vue se flouta et son sens de l'équilibre sembla dérailler quand elle se sentit tirée en arrière. C'est alors qu'elle comprit qu'elle avait été effectivement tirée en arrière par quelqu'un et elle tomba sur les fesses, le regard hagard. Titian avait pris sa place et il se dirigeait à présent contre force et marée vers la console. « Titian, arrête! Si tu t'approches, tu vas être réduit en poussière !» Ça n'avait pas l'air de te retenir, gamine. Il tourna vers elle son fameux sourire en coin, à la fois moqueur et confiant. Mais son visage était déjà parsemé de fissures et sa peau burinée troquait sa couleur vivide par la pâleur de la pierre. Il força encore sur ses jambes en refaisant face à son objectif et s'écroula sur la console à bout de force. L'homme observa sa main qui se rigidifiait à une vitesse exponentielle. Il grogna, comme pour se moquer de l'ironie de la situation. Lui qui avait toujours tout pris à la légère, sans se préoccuper du lendemain, se retrouva à se sacrifier pour une cause supérieure. Il y avait quelque chose de cocasse dans ce constat, quelque chose qui lui arracha un autre sourire. Avec un dernier effort, il arracha la balle de son écrin de métal, et, avec une soudaineté presque irréelle, tout se stoppa.
Les convulsions de l'arme suprême se dissipèrent et le grondement de tonnerre disparut, en même temps que les nuages noirs parcourus d'éclairs semblèrent se disperser dans le vent, comme si la nuit noire elle-même avait abandonné l'idée de maintenir le chaos. Dès l'instant où les effets de l'arme suprême furent stoppés, Azure s'élança vers Titian, tirant son corps inerte de la console pour l'allonger sur le sol. Elle fut rejointe par Dorian un instant plus tard, puis par les monstres. Le faible espoir de Dorian disparut quand il vit les larmes d'Azure teinter la pierre dans laquelle s'était mué Titian, son visage figé dans un sourire goguenard. La foule de monstres se fendit, et Mizugoro passa entre Latios et Latias avant d'abaisser son immense crâne vers le corps sans vie de celui qu'il avait sauvé et élevé. Il poussa le corps immobile de son museau à plusieurs reprises, comme pour tenter de le réveiller, avant de presser son large front contre lui, en fermant les yeux en silence, joignant ses larmes à celles d'Azure et des autres. Celle-ci ramassa la balle origine dans sa main et la serra avec peine. « Pourquoi il a fait ça? C'était à moi de le faire. Je suis censé être Azure la sauveuse. » Dorian passa son bras autour de son épaule et la laissa pleurer contre son sein, incapable de lui-même retenir ses larmes. Il y eut soudain une clameur parmi les monstres, à commencer par Bangiras, suivi de Strike, Latios et Latias, et enfin K. Chacun sembla se reculer en baissant la tête dans un acte de déférence muet, et le visage de Dorian se figea de stupeur. Perturbé par le changement de situation, Azure détacha sa face du torse de l'éclaireur et suivit son regard. Tous les monstres avaient formé une haie d'honneur, au milieu de laquelle se tenait la silhouette noble d'une créature au reflet iridescent. La chose, aux allures de cervidé, s'avança en silence, ses sabots touchant à peine le sol, comme détachés de la matérialité du monde, et son regard se posa sur Azure. Cette dernière sécha ses larmes et murmura « Cernias. » Elle suivit son regard et se rendit compte que ce que le démiurge fixait n'était pas elle, mais la balle qu'elle tenait dans sa main. Elle l'observa, confuse, puis elle comprit. L'adolescente quitta les bras de Dorian, et ce dernier tenta de la retenir sans succès quand elle s'approcha de Xerneas en lui tendant la balle origine. Le dieu hocha lentement de la tête, ses rameaux parcourus d'un millier de couleurs reflétant la lumière du soleil comme un prisme. Azure hésita, mais elle pressa le bouton d'activation de la balle et la laissa tomber, se protégeant le visage quand, dans un dégagement de vapeur, la silhouette d'Yveltal réapparut. Paniqué, Dorian se rua vers elle pour la protéger, ou à minima tenter de le faire, mais il s'arrêta alors dans sa course à côté d'elle, quand il vit qu'elle semblait sereine. Les divinités de la vie et de la mort s'observèrent en silence, mais leur échange de regards sembla riche d'un milliard de conversations. Yveltal baissa alors la tête comme dans une courbette polie, puis il déploya ses ailes avant de s'envoler et de disparaître dans les cieux. Azure avala sa salive quand les yeux de Xerneas se posèrent à nouveau sur elle. L'adolescente se tendit et la créature ferma les yeux avant d'incliner la tête comme dans un remerciement. Elle tourna alors les talons avec grâce et s'éloigna, tandis qu'une brume ésotérique se levait entre les arbres pour l'engloutir. Toujours sous le choc, Azure continuait de fixer la forêt, alors même que l'étrange brouillard s'était dissipé aussi vite qu'il était apparu. Elle fut sortie de son état de transe par une toux grasse, suivie d'un grognement, et elle écarquilla les yeux quand Mizugoro se recula pour laisser apparaître un Titian se grattant la tête de manière confuse. « V'là la migraine, j'ai raté quelque chose ?» L'adolescente se jeta dans ses bras en pleurant, ce qui arracha une grimace de douleur et de surprise au déserteur ressuscité. Il tapota la tête d'Azure avec affection, juste avant que Khan lui saute sur le haut du crâne en piaillant de manière joyeuse et de recevoir un large coup de langue de Mizugoro qui lui arracha un fou rire. Quand il fut calmé, il déclama à moitié sérieux. « Bon, par contre, personne ne raconte cette histoire à Beryl, j'ai pas envie de mourir une deuxième fois. » L'homme posa un bouquet de fleurs au pied de la statue de bronze avant de poser une main sur le flanc de la créature à ses côtés. Le large reptile orange, aux allures de dragon, balança sa queue enflammée de gauche à droite dans une attitude d'impatience. Mais le contact de la main de son maître le calma et il pressa son museau sur le front de celui-ci de manière affectueuse. Le jeune homme le caressa alors, puis il leva les yeux vers le visage de la statue, représentant un vieil homme à la longue barbe taillée de manière chaotique. Il murmura quelques mots, puis une bourrasque fit volter ses cheveux quand un Latias fit son apparition, débarquant de son dos une jeune femme. « Désolé du retard, j'ai lutté pour réveiller K, mais j'ai pas réussi. Il a toujours été têtu, mais depuis qu'il a évolué, impossible de le faire bouger. »
C'est parce que tu l'as mal dressé, j'arrête pas de te le dire. Azur se retourna pour faire face à Titian et Beryl, dont le ventre arrondi ne laissait que peu de doute sur l'imminence d'un heureux événement. L'ancien déserteur s'inclina avec une déférence exagérée devant le jeune homme à côté d'Azur, ce qui arracha un sarcasme à sa femme. Si tu pouvais être aussi poli lors des soirées avec mes autres collègues. Allons, c'est normal, on est quand même devant un conseiller, ce n'est pas n'importe qui. Sans vouloir offenser Féric. Beryl frappa du poing dans l'épaule de Titian et le jeune homme pouffa de rire avant de se retourner vers la statue avec un air de mélancolie nostalgique. Azur posa sa main sur son épaule de manière réconfortante et la fixa à son tour. Le temps passe, ça fait déjà 10 ans. Oui, et les choses peinent encore à changer. Il baissa les yeux comme abattu, mais sa sœur le rassura avec un sourire. Les mentalités évoluent petit à petit, Magenta. Notre relation au monstre change grâce à tes efforts. On n'en verra peut-être pas la finalité, mais peut-être que dans 100 ans ou 1000 ans, les gens auront oublié que nous avions eu un jour peur d'eux, et peut-être même qu'ils les verront comme des amis. 1000 ans, hein. J'aimerais déjà y être. The seal is mine.